Es-tu prêt, Christophe? J'ai déjà insulté un élève. Pour quelle raison? J'ai déjà pensé à changer de métier. Un métier de spectacle un peu quoi. Je te vois comment à la retraite? J'ai déjà déclenché l'alarme incendie de l'école. Tu es fou. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode du podcast Vide ton sac. Vide ton sac rapidement c'est quoi? C'est un nouveau podcast où le but est d'interviewer des professeurs, qui l'ont été ou qui souhaitent le devenir et cetera et dans le but de refaire à découvrir ce métier et de voilà, de pouvoir un peu discuter de la scolarité, le avant, le pendant, le après et un peu la vie, que nos enseignants peuvent avoir autour. Alors aujourd'hui, on est avec, Christophe Carissimo. Christophe, bonjour. Bonjour Jordan. Merci, d'avoir accepté l'invitation tout d'abord. Merci d'être le premier invité. Pour commencer ce petit podcast, j'aime bien faire un peu, retravailler, le fil rouge de ta vie, si tu le permets, bien sûr. Donc voilà, présente-toi peut-être un petit peu pour les internautes. Où est-ce que tu enseignes si tu as envie de le dire? Quelle matière tu enseignes? Voilà un peu ton parcours, dans l'éducation nationale, et cetera. Donc cela fait 25 ans que je fais ce métier, 26 ans même, ce métier d'enseignant. J'insistais bien sur la notion de métier, et non pas de travail pour avoir un salaire simplement. Mais un métier, c'est être au service de quelqu'un. Et ce métier est arrivé un peu par hasard, après les années d'études, je ne savais pas quoi faire. J'ai fait des formations auprès de personnes sur des logiciels. Et là, je me suis rendu compte que c'était pas mal de s'adresser à des gens, de pouvoir leur montrer des choses, quoi. Et ensuite, voilà, j'ai passé le concours et je suis devenu prof mais dans ce qui me passionne avant tout, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec la démarche créative, aussi bien, je dirais, en design que artistique, quoi. Donc là, j'enseigne auprès de jeunes en lycée professionnel, en communication graphique et en design graphique, et aussi auprès de jeunes qui sont en licence design graphique. OK, et c'est quoi le nom des matières où tu donnes cours, principalement? C'est des noms assez en lien avec les épreuves que les élèves doivent passer. Il y a des épreuves de technologie où on apprend plutôt voilà, qu'est-ce qu'une typographie, ou comment imprime-t-on les choses, ou qu'est-ce que du numérique, tout ça. Ensuite, il y a aussi des épreuves qui s'appellent plutôt les épreuves PAO, quoi, on travaille sur ordinateur, des mises en page, du graphisme, etc. Mais le nom le plus générique, c'est la notion de art appliqué. Un art OK. appliqué à un métier. C'est pour ça qu'il y a l'art appliqué se fait aussi dans d'autres sections professionnelles. Dans toutes les sections, il y a des cours d'art appliqué, quoi. Vu que l'art, c'est quand même, le design en général, c'est ce qui est premier dans le monde entier, quoi. Tout ce qui est autour de nous, c'est du design, quoi. OK. T'es habillé, c'est du design. Ouais, bien T'es sûr. coiffé, c'est du design, et tout ça, etc. OK, ça marche. Ouais. Et ben, merci pour cette petite présentation. Ce qu'on va essayer de faire, tout au long de cette petite interview, ce petit podcast, donc comme j'ai dit, on va essayer de voir le fil rouge, le fil conducteur de ta vie et j'aimerais bien, si tu le permets, pouvoir me plonger un peu dans ton enfance, dans le début de ta vie, et voilà, comment tu étais petit, quel genre de, entre guillemets, «d'être humain» tu étais, dis-nous un peu tout. Donc je suis un être humain, ça c'est sûr. Donc comme pas mal d'êtres humains capables du pire comme du meilleur, de tout ce qui est entre deux, quoi. Comme mes parents, j'étais le dernier d'une fratrie. Ça veut dire que mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, mes frères et sœurs étaient beaucoup plus âgés que moi. Mmh. Donc j'ai pas souffert, mais c'est vrai que je me suis souvent senti seul. Mais pas seul à être perdu ou à être abandonné, quoi. Ce qui m'a fait sortir de cette pseudo-solitude, c'est j'ai aimé l'aventure, quoi. Mes parents étaient concierges dans une super usine qui faisait du ruban, donc un truc immense, quoi. Et là, je me baladais tout le temps sur les toits, où je rentrais par effraction dans les bureaux ou dans l'usine, sans les clés, sans rien. Et je faisais le tour de tout, j'y découvrais des choses formidables. Je construisais des choses, je faisais enfin bref, des périples dans l'usine, quoi. OK. Et au bout de l'usine, il y avait la Lys, le Mmh. fleuve la Lys, hein, la rivière.
Et là aussi, voilà, tout au bout, je m'amusais à connaître qu'est-ce que mettre le feu à quelque part. Et je parlais du carton, du papier, hein, ou aller dans l'eau même aussi, tout ça. Donc j'ai vraiment vécu une aventure un peu en solitaire, ce qui m'a permis aussi de pas être trop dans le présent et dans la solitude, justement. Mmh. Voilà. Et après, l'école est arrivée, donc là aussi, c'est là où j'ai commencé à faire très vite des amis. C'était en quelle année, ça? Tu es fou, toi. Je dirais ça a commencé, je dirais, vers l'âge de 10 ans, hein. Donc c'était dans les années avant les années 80, quoi. Ok. Et c'est jusqu'à l'âge de 20 ans, je suis resté à l'usine. Voilà. J'ai quitté l'usine au décès de mes parents. Et voilà, et puis mes potes, après, ils venaient des fois dans l'usine aussi. Je les emmenais aussi faire un petit tour sur les toits. Il y en a qui voulaient pas, il y en a qui disaient ok, on y va. Voilà. C'était, j'ai pu partager mon aventure, quoi, avec Ok. d'autres personnes par la suite. Mais j'ai toujours eu ce côté, c'est vrai, très aventureux Aventurier, ouais. pour combler une certaine solitude vis-à-vis que j'avais pas de personnes de ma famille qui avaient plus ou moins le même âge que moi, quoi. Ouais, Et ouais. donc de jouer avec eux, quoi. T'as pris ta vie en main seule et tu t'es dit, voilà, tant pis, je découvre ce qu'il y a à découvrir. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Je savais que c'était interdit, mais que c'était pas bien, le bien et le mal, mais Ouais, le but, c'était de pas se faire prendre, quoi. je m'en foutais. Bah oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. À l'école, voilà, on parle beaucoup de classe, entre guillemets, il y a les populaires, les rigolos, les geeks, etc. Toi, tu te qualifierais plutôt comment sur ce point de vue-là? Tu te situais où? Moi, à l'époque, hein, depuis tout petit, j'étais quelqu'un de très... Je fais toujours attention aux autres, donc je regardais les autres tout le temps. Là aussi, je regardais par la fenêtre souvent aussi. Et je faisais attention aux profs, c'est-à-dire que j'étais pratiquement un élève inexistant. Hmm. Mais pas dans le sens où j'existais pas physiquement, mais c'était que je voulais pas faire de vagues, justement. Toutes les vagues, je les faisais chez moi ou à l'usine, tout ça. Et donc, j'étais plutôt un élève calme, bien que j'eusse été diagnostiqué quelqu'un d'hyperactif. Mais c'était une hyperactivité encore qui était forgée par le fait de il faut que je fasse quelque chose, parce que je m'ennuie, je suis tout seul. Donc je bougeais. Mais à l'école, j'étais pratiquement immobile. Donc j'étais un élève sérieux, on dirait sérieux, un bon élève. Ça marche. Voilà. Ok. T'as fait quoi comme études au lycée, si tu peux me rappeler? Donc j'ai fait un collège, lycée. À l'époque, c'était pas les mêmes options que maintenant, mais c'était le lycée plutôt éco-gestion et compagnie, quoi. C'était le bac B, le bac qui est à l'époque le bac le plus généraliste ou le plus moyen au sens positif. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une matière qui domine les autres. Où tu avais les maths, c'était 7, coefficient 7. Tu avais 15, c'était bon, même si tu avais 2 en français, on s'en foutait, quoi. Ouais, c'était un peu... Là, il fallait avoir une note moyenne partout. Ouais, l'école de la vie, un peu. Ouais. On met tout à la même échelle et... Tout à fait. Tout avait son importance. Les maths, le français, l'histoire géo, l'éco, la gestion, tout ça était le même niveau. Ok. Est-ce que tu savais déjà à cette époque-là, parce que c'est aussi à ce moment-là, fin de collège, début lycée, qu'on commence à beaucoup parler d'orientation, ou surtout actuellement, où on sait que c'est devenu banalisé de pouvoir s'orienter, etc. Est-ce que toi, justement, tu savais déjà que tu voulais être prof, ou est-ce que tu as pris justement plusieurs chemins avant d'arriver à... Non, je ne savais pas que je voulais être prof. D'ailleurs, je ne me voyais pas être prof parce que je ne me croyais pas non plus avoir cette intelligence, avec des grands guillemets, et ce relationnel, quoi. Donc, je me voyais plutôt dans le jeu le plus vaste du monde, le jeu de la musique, le jeu, je dirais, humain, acteur, mais pas devenir acteur, ou justement dans le graphisme, le dessin. Faire du dessin, ça, j'en faisais tout le temps, par contre, à l'école aussi, quoi. À l'époque, heureusement, on pouvait avoir une feuille et un crayon, donc on pouvait des fois dessiner des petits trucs sur le côté. Voilà. Et mais je voyais pas un métier précis. Le métier que je voyais, je voyais, c'était qui pour moi était en lien avec ce que je viens de dire juste avant, c'était être avocat. Mais moi, je voyais avocat par rapport au film où l'avocat était. Et non, écoutez, voilà, il était sur scène, quoi. Et il défendait une cause. Défendre une cause et en même temps. Ce que je dis toujours, c'est qu'il y a le verbal, l'oral et le visuel, quoi. Voilà. Voilà.
Un métier de spectacle un Voilà. peu, quoi. Voilà. De se mettre en avant, de mise en scène, etc. Et après le bac, j'ai fait un an de droit. Justement, j'ai fait un an de droit à la fac. Mhm. Et c'est intéressant à dire, là, ce que je veux dire, c'est que au partiel, j'avais 15 de moyenne. Voilà. Mhm. Parce que pourtant, c'était des cours où il fallait savoir le droit, machin. Et le jour de l'examen final, je suis allé, voilà, devant la porte de l'examen, et puis je dis, bah non, je suis pas fait pour ça. J'ai comme eu un déclic, quoi, de dire non, moi je veux aller vers plutôt quelque chose qui sera dans la démarche créative artistique, plutôt art appliqué, quoi. Et je suis rentré chez moi et mon papa a très bien compris et dit ok, pas de problème. Donc après, je me suis inscrit là. À la fac de Valenciennes en art et communication. Ça, Mhm. c'était intéressant. Il n'y avait pas que l'art, il y avait la communication. Déjà, design et art allaient ensemble, quoi. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas de bac plus 5, donc j'ai passé 4 années, je dirais maintenant les plus belles de ma vie, quoi. On a la liberté de créer, quoi. Pas la liberté si des fois de s'égarer, de glander, entre guillemets, mais franchement, non. On était une équipe, on a créé on a collaboré avec des amis, quoi, pour créer des choses, quoi. Mais sans limite. C'est-à-dire qu'on pouvait faire des films, des dessins sur tout ce que l'on voulait. Je ne parle pas de choses graves ou qu'on ne peut pas montrer. C'est-à-dire qu'on avait notre imagination, elle était libre, quoi. Mhm. Et on a fait des dessins animés d'animation avec des personnages en pâte à modeler. On a fait des films, des dessins. On a créé un journal. Enfin, des choses. C'était une liberté extraordinaire, quoi. Et du coup, à quel moment de ta vie tu t'es dit maintenant je souhaite être prof et partir dans cette voie-là, quoi? Je pense que c'est quand, au sortir immédiat des études, j'ai travaillé. Mes parents étaient décédés, donc je veux dire, il fallait que je prenne le premier travail qui venait, quoi. Mhm. Donc j'étais vendeur dans un grand magasin Connexion, au rayon autoradio, et après photo, quoi. Et là, j'ai appris la relation à l'autre, quoi. Enfin, j'ai vécu la relation à l'autre, la relation client et la relation vendeur, avec à chaque fois, moi, ce qui me dérangeait, c'est qu'on me disait, voilà, ça, il faut le vendre parce qu'il faut vendre ça. Mais non, moi, j'écoutais la personne qui me disait, ouais, il me faut ça. Je dis, bah, c'est ça qu'il faut pour vous. Ouais, mais tu peux pas vendre ça parce que tu auras moins de primes. Mais je m'en foutais. Mhm. Donc là, ça m'a aussi ouvert les yeux sur le fait que vivre, c'était aussi mentir. Et c'était surtout consommer. Je consomme donc je suis, quoi. Et qu'il fallait mentir aux gens, et que mentir, moi je préfère mentir en racontant des histoires qui nous montrent que la vie n'est pas déjà écrite. C'est-à-dire, on raconte des histoires sur plein de choses, on raconte des contes, quoi. Et je dis, ce serait bien de faire partager ça le plus tôt possible à des personnes les plus jeunes possibles. De ne pas attendre que les jeunes soient vieux pour dire maintenant le monde est à vous. Et c'est là que j'ai commencé à dire, ouais, je vais peut-être. Alors je pensais pas à prof, hein, mais je pensais. Justement, c'est ce que j'ai fait après, d'être formateur sur des logiciels, quoi. Où j'avais plus des personnes déjà adultes, mais j'ai trouvé ça intéressant. Et c'est aussi parce qu'en voulant donc en voulant trouver un emploi autre que celui de vendeur, j'ai fait une formation sur les logiciels que je connaissais déjà, mais au moins j'ai vu quelqu'un aussi qui formait, j'ai dit, c'est quand même pas mal ça, voilà. Et après j'ai trouvé un petit poste, et après je suis arrivé au centre de formation, voilà, où je travaille encore actuellement, et ensuite, hop, au lycée, je suis passé au lycée, parce qu'évidemment on a beaucoup plus de reconnaissance vis-à-vis je dirais, de l'État, des institutions, quand on est enseignant dans un lycée que formateur, quoi. Ouais. Malheureusement, alors que c'est le même métier, quoi. Ouais, tu sens vraiment la différence, ouais, comme tu as dit, de reconnaissance entre je suis enseignant, entre guillemets, je suis professeur, et je suis formateur, donc je suis quelqu'un d'externe qui vient apporter de la connaissance, quoi. Je sens qu'il y a vraiment une cassure. Je veux dire, même si tu peux être formateur à 100%, ne faire que ça, mais par exemple, t'es formateur, t'es payé à temps plein, c'est 27 heures, par rapport à 35 heures, on dirait, et le reste, c'est préparation de cours, alors que prof, c'est 18 heures. Et 18 heures de préparation de cours. Et les 18 heures, il les faut vraiment, quoi. C'est pas 18 heures, on n'est payé à rien faire, quoi. Et je trouve que ça, c'est une reconnaissance déjà financière qui est injuste, je trouve, l'un par rapport à l'autre.
Et c'est aussi tous les statuts, quoi. Tous les avantages que peut avoir quelqu'un qui travaille ou qui est rémunéré par l'État, quoi. Ou quelqu'un qui est rémunéré par une instance privée. Voilà. Ok. Est-ce que tu as des profs qui t'ont marqué dans ta scolarité? Quand j'étais jeune, oui, bien sûr. Je me souviens pratiquement de tous les profs, ceux qui ont une attitude positive, négative, ou qui m'ont élevé ou rabaissé. Mhm. Il y avait frère Michel, hein, qui était prof de français, mais on faisait musique avec lui aussi. Il avait son petit harmonium, là, tout, et on chantait. Et moi, c'était en 5e, je pense. Je disais, c'est bien de chanter, c'est génial de chanter. Après, en musique, en 4e, 3e, on a eu une prof de maths. Je ne dirais pas son nom. Une prof de maths, mais moi, les mathématiques, ça a toujours fait 3, 1 plus 1. J'avais la réponse, mais c'était pas la façon de faire. Ça faisait 3, quoi. J'avais pas la façon de faire, mais j'avais la réponse. Et la prof de maths venait à côté de moi comme ça. Et elle pensait qu'en étant à côté de moi, la réponse allait jaillir, quoi. Mais en plus, elle nous faisait musique. Donc du pipeau. Donc dès qu'on avait musique, c'était Christophe, à toi. Mais aucun plaisir. Ouais, ok. Et c'est pour ça que voilà. Et ensuite, grâce aussi à une autre prof, Madame Lano en anglais, qui était prof d'anglais, quoi. En 3e, elle nous a fait découvrir l'anglais aussi par l'entremise des Beatles, par exemple. C'est-à-dire que de temps en temps, elle mettait une chanson des Beatles et hop, allez, on essaie de traduire. Et c'est là j'ai fait waouh, les mélodies, les chansons, enfin voilà, et c'est à partir de ce moment-là que moi j'ai commencé à dire il faut que je me trouve une guitare, il faut que je joue et je chante aussi, quoi. Est-ce que t'es resté en contact avec certains profs qui t'ont marqué, élevé, etc. Ou à l'heure actuelle, t'as vraiment plus aucun contact avec eux J'ai plus de contact avec eux parce que la vie a fait qu'ils sont disparus, quoi. Mais dès que je les voyais, parce que moi j'habite toujours à Comines, donc quand le collège était à Comines, par exemple, là, j'ai côtoyé de temps en temps. Cette fameuse prof pas d'anglais, mais de mathématiques, elle vit encore, par contre. Mais je la croise, là, bonjour, c'est tout, quoi. C'est tout. Bonjour, c'est tout. Mais les autres, non, je les revois plus, quoi. Voilà. Et ensuite, au lycée, il y avait moins d'importance vitale pour moi d'être au lycée que d'être au collège. Parce qu'au collège, je me sentais chez moi, au lycée, non. Et c'est là où on rencontre la pluralité je dirais, des personnes, quoi. Au niveau de leur typologie, aussi au niveau de leur origine sociale. C'est-à-dire, on voyait très bien qu'il y avait les petits bourgeois, les moins pauvres, voilà. C'est là où on apprend aussi un côté de la vie, quoi, dans les lycées. Ce qui après disparaît à la fac, là. Parce que t'as d'argent, pas d'argent, on s'en fout, t'es logé, là, tu peux louer un truc ensemble et tout. Donc tout ça, ça disparaît, quoi. Est-ce que tu trouves que... alors ça va peut-être être mal formulé, mais est-ce que tu penses que de ce point de vue-là, peut-être le lycée crée de la différence entre les étudiants? Est-ce que ça les divise? Contrairement à ce que tu as pu dire, le collège, Ouais. la fac, etc. Eh bien oui et non. C'est-à-dire qu'au collège, comme généralement, c'est un collège qui est pas loin de chez soi, donc on se sent chez soi avec cet esprit de quartier qui maintenant disparaît un peu, quoi. Mais on côtoie déjà les gens en dehors du collège, et on les côtoie au collège. Et c'est ceux qui deviennent nos amis. Après, on va chez eux et compagnie. Le gros écueil du collège, c'est que moi, quand j'étais en 4e, en 3e, je ne savais même pas que, par exemple, un CAP, un BEP, ça existait. Qu'un bac pro, alors ça va, que l'alternance, l'apprentissage, personne ne nous en avait parlé, quoi. J'avais la chance d'avoir 14-15 de moyenne, donc c'est bon, j'ai fait un bac général. Mes copains aussi. Et toi, l'écueil, c'est de ne pas être élevé au fait que y a des métiers, il n'y a pas de métier honteux, il n'y a pas d'études honteuses. Alors qu'au lycée, oui, il y a une pluralité de typologie et d'être et de savoir-être, et aussi au niveau origine sociale et financière, quoi. Mais justement, le copinage ou le regard de certains profs a plutôt fait justement de les rendre égaux. Enfin, pas égaux, équitables, on va dire, dans l'équité de la relation, quoi. Et que si jamais il y avait une inégalité, c'est les élèves eux-mêmes qui créaient cette inégalité. Et le but, pour moi, l'objectif principal, pas le but, hein, mais l'objectif principal aussi d'un enseignant, c'est de faire fi de cette différence
de typologie pour apprendre, de typologie d'être et aussi de typologie sociale, quoi. De faire fi de tout ça, parce que c'est pas ce qui fait l'être humain. L'argent, voilà, ça ne participe pas. Je disais tout à l'heure, c'est je consomme donc je suis, c'est tout. Mais être avant tout et savoir être avec les autres. Et prendre soin des autres, surtout. Voilà. Ça, surtout. Ok, ça marche. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à une rubrique entre guillemets un peu plus sympa. Donc c'est voilà, des petites questions courtes sur j'ai déjà, j'ai jamais à l'école, Oui. que ça soit en tant qu'étudiant, en tant que professeur, tu verras, il y a un petit peu de tout. Alors dans un premier temps, tu peux répondre juste voilà, j'ai déjà, j'ai jamais. Et après, on ira voir un peu plus en profondeur s'il y a des réponses un peu intrigantes qui sortent du lot. D'accord. Alors on va commencer tout de suite par j'ai déjà triché un examen. Oui, j'ai déjà. J'ai déjà insulté un élève. Non, ça non. Ou en blaguant, pour une blague. Hein. C'était vraiment de la blague au sens très très positif. J'ai déjà séché des cours. Non, Jamais, zéro. jamais. C'est non, J'ai déjà mis une mauvaise note volontairement à un étudiant. jamais. J'ai déjà été collé. Justement, oui. J'ai déjà déclenché l'alarme incendie de l'école. Non, J'ai déjà favorisé un étudiant. oui. J'ai déjà pensé à changer de métier. Non, plus maintenant, non. Plus maintenant. J'ai déjà oublié d'aller donner cours. Jamais. Et ben c'était tout. Donc Hein ça va, dans l'ensemble, on est plutôt sur une bonne personne, j'ai envie de dire. Merci. Et donc déjà collé. J'ai été collé, mais injustement. Ah, c'est quoi l'anecdote? C'était en DS, devoir surveiller je sais plus il y en avait 2 classes dans la même salle, avec quelqu'un sur une estrade qui nous regardait comme ça, surveillait. Moi, je faisais, je pense, du français ou quelque chose comme ça, et ma voisine d'une autre classe, faisait une autre épreuve. Et elle me fait, Christophe, je sais sais plus quoi, mais c'est quoi ça? Je dis, tu vois, c'est ça, et ça, et ça. Ou j'écrivais comme ça, je dis, c'est ça. Et j'ai été vu. J'ai eu 2 heures de colle, elle n'a rien eu. Et tes parents ont réagi comment? J'en ai pas parlé. Voilà, en toute discrétion. Discrétion, j'ai trouvé ça injuste, mais je dis bon, après j'en ris, quoi. J'en ai rigolé, quoi. Ça marche. Et je dis, elle a rien eu, ben, je t'en mets pour toi, quoi. Voilà. Et donc, tu as dit, tu as déjà favorisé un étudiant. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quelqu'un qui des fois a quelques petites lacunes au niveau du savoir, simplement savoir les choses. Hein. C'est-à-dire que, j'entends par là, c'est on apprend par cœur, on sait ceci, on sait cela. Ce qui n'est pas important c'est de connaître les choses. Et bien si des fois un étudiant ne sait pas assez la matière dans laquelle il doit fournir quelque chose, quoi. Mais je sais que c'est quelqu'un qui sait être, ou c'est quelqu'un qui a déjà montré pas mal de compétences autres, comme prendre soin des autres, justement. Et bien là, justement, là, je dis, voilà, même si ça vaut 12, je mets 14-15. Mmh. Parce que justement, c'est ma façon aussi d'élever le jeune à sa personne, quoi. Est-ce que tu penses que dans un environnement assez global, est-ce que tu penses qu'on a tendance à peut-être dévaloriser ou noter trop bas, descendre un peu trop facilement les étudiants? Ou tu penses que, je sais pas, avec le temps, c'est quelque chose qui est quand même devenu une amélioration, etc., quoi? Ça s'est pas amélioré pour moi. Surtout je dirais en bac pro, où on parle de pro. Moi, mon premier métier, c'est pas d'être designer graphique, hein, c'est d'être enseignant, professeur. Et avec des jeunes, voilà, qui leur donnent des dispositifs où ils doivent créer des choses. Et heureusement que chaque élève a une réponse différente. Mais trop souvent, je trouve que certains profs attendent une réponse. Celle-là, celle qu'ils ont eux. Et c'est là où, voilà, des fois la note n'est pas harmonisée par rapport à ce que la démarche qu'a pu faire l'élève. Et d'un autre côté, ce que j'aime pas, c'est qu'on note le final. Alors que toute la démarche, suivre l'élève, le regarder ce qu'il fait, le voir se planter, mais après, ah bah oui, c'est vrai ça. Voilà. Ça, il faudrait le doter beaucoup plus, quoi. Donc, je pense que la notion d'évaluation n'est pas encore adaptée, je dirais, à notre monde et au fait que, je reprends cette notion de prendre soin des autres. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement j'arrive à un résultat, c'est ça, c'est bon, c'est bon.
Non. Est-ce que tu as pris soin de faire les choses? Est-ce que tu as pris soin de... Voilà. Ça commence à venir. En licence, en DNMA, Diplôme national des métiers d'art, il y a pas mal de compétences comme ça qui sont évaluées, qui sont plus en lien avec le savoir vivre au monde, quoi, le savoir-être au monde. Et en bac, ça commence à venir aussi. Ça commence à venir à avoir d'autres des appellations du genre savoir collaborer, savoir esprit critique, ces choses-là, quoi. Savoir reconnaître son erreur et hop, bifurquer vers autre chose, quoi. Ça marche. Je vais te demander de te replonger un peu dans ton passé et de ton arrivée peut-être dans tes premiers cours que tu as donnés. Mhm. Et voilà, j'aimerais que tu me parles peut-être des difficultés que tu as pu rencontrer en tant que jeune prof, jeune formateur. Et si tu as des anecdotes, bien sûr, sur tes débuts. Au tout début, j'ai eu la chance d'être donc formateur avec des élèves en apprentissage, en CAP, BEP ou en bac pro. Donc, on travaillait avec des sections assez légères, quoi. Il y en avait des fois 10, pas plus, quoi. Et donc ça, c'était quand même un atout d'arriver en classe et de savoir regarder tout le monde et d'avoir un retour du regard et donc de pouvoir échanger avec eux et de ne pas les prendre comme une masse globale d'élèves. Voilà. Donc, j'ai pas eu trop de difficultés à ce niveau-là, comme en plus c'était des personnes qui étaient en alternance, donc ils avaient aussi le côté entreprise, qui est quand même quelque chose aussi à vivre et qui les fait, je dirais, se comporter différemment. Bon, parfois, des fois, en classe, ils se lâchaient un peu plus, ce qui est tout à fait normal. Mais j'ai pas eu beaucoup de... Enfin, j'ai pas eu... Enfin, si, au début, j'avais le trac, comme on dit, hein, le trac. Mais c'était comme entrer sur scène, quoi. C'est-à-dire que c'était parti, c'était parti. Et là, je bougeais beaucoup, j'écrivais beaucoup au tableau. À l'époque, c'était encore les tableaux verts avec une craie blanche, quoi, ou des craies de couleur. Et beaucoup plus ça que de donner des documents, quoi. C'est le direct, le live, quoi. Et ensuite, quand je suis passé à des classes plus, je dirais, avec un nombre plus grand, bah justement, j'ai pas eu de difficulté non plus parce que comme je travaille dans le côté professionnel et non pas français, maths, anglais, bah, j'avais des classes à demi-section, quoi. Donc jamais eu de difficulté, je dirais, d'être perdu face à un nombre. Mais et puis c'est surtout, je dirais, moi je leur dis souvent, je vous élève à la vie avant tout, et c'est ce qui fait que, enfin, je mise tout sur la relation éducative. Voilà. C'est une relation éducative, c'est une relation avant tout, qui doit éduquer à la vie. Voilà. Ce n'est pas que de la didactique. Voilà ce qu'il faut savoir. C'est de la pédagogie, créer des outils pour transmettre, mais c'est aussi éduquer, quoi. Et je pense que c'est ce rôle d'éducateur qui fait que je me sens à l'aise, quoi. Et quelque part reconnu à ce niveau-là par les jeunes. C'est important pour toi d'avoir cette reconnaissance envers les jeunes que tu accompagnes et que tu élèves, j'ai envie de dire? C'est la seule reconnaissance que l'on peut avoir. Parce que si je te parle de salaire, les profs, c'est pas terrible, mais je m'en fous comme 1,40 $. Reconnu par les collègues, on travaille ensemble, on n'est jamais ensemble. C'est rare qu'on soit ensemble dans la même classe. Très, très, très rare. Je me rappelle des premières fois où il y a eu des co-animations en lycée professionnel. Il y avait le prof de pro, moi par exemple, avec un prof de français ou de maths. Mais il y a quelques années, j'étais en co-pro, animation avec le prof de maths, et là il m'a dit, je savais pas tout ça. Ah ouais, je te reconnais pas. Ouais, je pensais pas que nanana. C'est d'être reconnu aussi en tant que, voilà, autant pédagogue que lui, prof que lui, mais également la matière que j'enseignais, quoi. C'était pas du professionnel, on s'en fout, quoi. C'était vraiment de la matière, quoi. Et ça, c'était aussi très intéressant. Mais c'est vrai que généralement, on est reconnu que par les élèves, parce que par notre patron à nous, c'est quelqu'un de tout là-haut, quoi, qui change souvent en ce moment, quoi. Et tout là-haut, ce qui est marqué, c'est génial, hein. On parle de ministère de l'idéal, hein. Mais quand on arrive ici, à ce niveau-là, quel est l'idéal, quoi? L'idéal, c'est surtout... moi, j'ose dire à chaque fois que le système éducatif en France a encore au moins 30 ans de retard, quoi.
Ce qui compte, c'est la posture de l'élève face au tableau, et on ne bouge pas, quoi. Mmh. Alors que on est des êtres de raison et d'émotion Je côtoie de plus en plus d'élèves qui ont des difficultés, qui sont repérés comme ayant je dirais des troubles. On appelle ça des troubles. Pas qu'avant il y en avait moins, mais c'est que maintenant, enfin, on les voit, on les reconnaît. Donc, du fait de cette reconnaissance, eux aussi sont reconnus, quelque part. Mais je pense aussi que on oublie des fois que justement, c'est un trouble qui n'est pas dû simplement à un comportement voulu par l'élève, quoi. C'est-à-dire qu'il faut l'accepter et justement l'intégrer avec tous les autres. Et intégrer, c'est très important aussi. Ce que je te propose pour qu'on change un peu de plan, d'environnement, c'est un petit principe de question rafale. Donc je vais te poser quelques questions sur un peu tout et n'importe quoi, tu vas très vite le comprendre. L'idée, c'est que tu répondes assez vite aux questions. Si tu as envie de développer, fais-toi plaisir. Si tu as envie de passer à la suite qu'on développe après, c'est comme tu veux. Mais en gros, voilà, l'idée, c'est de pouvoir se plonger un peu plus dans ta vie, au-delà de ton métier. Mhm. Et puis voilà. Donc, es-tu prêt, Christophe? Je sais pas quoi, mais je suis pas. Allez, on est parti. Donc, ton plat préféré? Mon plat préféré, peu importe, mais avec de la mayonnaise. Ta chanson du moment? La chanson du moment, c'est une chanson de Kent, un chanteur, l'ancien leader du groupe Star Shooter. Ta destination de rêve? J'aimerais bien aller pas trop loin, et surtout en Écosse, parce que j'adore le whisky. Si tu pouvais garder un seul mot? Moi, c'est soin, prendre soin. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? J'adorais des fois pouvoir transférer ce que je ressens directement aux personnes. Alors, quelle est la chose la plus audacieuse que tu aies jamais faite? Je ne sais pas du tout. De l'audace. Parce que tout ce que je faisais de façon audacieuse quand j'étais petit, j'étais tout seul, personne ne me voyait, donc on ne sait pas, quoi. Donc, si, non, oui, j'ai presque dit ta gueule à un responsable, quoi. Quelle est ta réplique de film préférée? Voilà, j'en ai 47 852 qui viennent ici. Bon, celle que... Allez, j'y vais. Janvier, 44 Tripolio. Eh ben pour moi, ce sera 2000. La traversée de Paris. Je connais pas du tout. C'est très vieux. Allez, une petite dernière. Si tu pouvais passer un moment avec une célébrité morte ou vivante, qui serait-elle? Paul McCartney. Pour quelle raison? Il est né le 18 juin comme moi. Et puis pour moi, c'est le meilleur créateur de musique, de mélodie au monde. Très loin devant tout le monde. On va se diriger un peu vers tes passions. Alors, moi, ça va être un peu de la triche parce que je te connais. Tu as parlé beaucoup de musique tout à l'heure, de la place que ça avait pris dans ton enfance, adolescence, etc. Donc ouais, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes passions, de ce que tu fais à côté de ton métier, et qu'est-ce qui t'a toujours un peu animé dans ta vie, quoi? Bon, la musique, ça c'est certain. Ça a été quelque chose qui m'a permis de revenir sur moi et de dire des choses différemment que je peux te parler maintenant, quoi. Mhm. C'est essayer d'offrir un intime qui pourrait s'adresser à plusieurs personnes. Là aussi, ça a permis de sublimer des choses qui me sont arrivées. Je dis, mes parents, je les ai perdus jeunes, mes frères aussi, tout ça. Ça a permis de re-raconter ma vie. Et aussi, parce que j'adore la mélodie, quoi. J'adore quand on parle, mais quand on chante... Enfin, c'est pas pareil, on joue avec les choses, il y a un son qui peut se projeter, s'arrêter, s'élever, continuer, et en mourir et reprendre, quoi. Et en lien avec une harmonie, quoi, la guitare. Et ça fait...
Je dirais c'est comme faire l'amour avec un grand A, hein, pas le sexe, hein, mais être en amour avec quelque chose, quoi. Et avec soi-même. Donc la musique, ça j'adore. Tout ce qui est bricolage aussi, hein. Tout ce qui est démarche créative, pas seulement créer un dessin, ou une belle peinture, ou une belle chanson, hein. Il y a un trou dans la table, faut que je trouve une solution. J'aime bien bricoler, réparer les choses sans devoir, sans que ça coûte énormément, quoi. Et trouver des solutions pour que ce soit bien foutu, quoi. Il y a bricolage et ensuite il y a je suis amoureux aussi de la relation humaine, quoi. Voilà. Moi, je pense que c'est important de s'adresser aux gens et de. Enfin, si j'étais seul au monde, comme j'ai pu être peut-être un peu seul étant jeune, tu vois, mais si maintenant j'étais seul au monde, là, je ne sais pas ce que je ferais, quoi. Tu as abordé la notion de raconter des histoires en chantant. Si je me trompe pas, c'est aussi l'une des directions dans tes pistes musicales, si je dis pas de bêtises, notamment avec l'histoire de Jean. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette création et de comment elle est arrivée, pourquoi elle est importante pour toi, etc. C'était de mêler. Moi, j'adore mêler les choses qui souvent on ne mêle pas, alors elles se ressemblent tellement. Vous prenez une lettre, d'accord? Je dis toujours, si je sais faire un A, c'est que je sais dessiner. Si je sais dessiner, je peux faire un A. Et on s'en fout que le A ait une tête comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Et le A, ça se dit aussi. Et donc, c'est mêler tout ce qui est son et image. Et par exemple, on voit un film, ou comme on fait. Avant les films, il n'y avait pas de son, quoi. Je vois tous les Chaplin encore, là, c'était génial. Maintenant, il y a du son, et le son prend de plus en plus d'importance. Mais je dis pas ça de façon péjorative, hein. Le son prend de plus en plus d'importance. Parce qu'à une époque, seulement, il était très peu important, le son. Quand j'étais à la fac, moi, à Valenciennes, il y avait une section audio, par exemple, et ils misaient tout sur l'image, le cadrage, et des fois, le son, l'image était comme ça, et le son était comme ça, quoi. Et donc, le lien entre son et image, pour moi, est très important, mais un lien, encore une fois, d'amour, quoi. C'est-à-dire qu'un son peut augmenter un sens ou l'amener ailleurs, et l'image aussi, quoi. Donc j'ai voulu... j'avais toujours envie d'essayer de parler de qu'est-ce qui se passe après la mort, ou quelle serait l'évolution de l'homme, depuis que l'homme est l'homme de Cro-Magnon, Néandertal, Sapiens et compagnie, là. Vers quoi il va, parce que normalement, on évolue toujours. Donc vers quoi on va, quoi. Et donc l'histoire de Jean, c'est ça, c'est un monsieur qui est écrivain de romans de fiction, d'anticipation, et un jour, il s'assoupit, quoi, paf, il commence à rêver, et il retrouve dans son rêve des hommes préhistoriques, il retrouve des hommes machines, des trucs comme ça. En gros, pour dire que l'être humain, s'est scindé en 3 parties, quoi. Il y a aujourd'hui, hop, certains sont redevenus des hommes de Cro-Magnon, d'autres sont allés vers des hommes machines, c'est-à-dire qu'ils sont là et puis rien ne se passe, quoi. Et les autres, des hommes esprits, c'est-à-dire qu'ils ont quitté leur corps, quoi. Et tout ça, c'est avec il y a la musique, des chansons et des thématiques en lien avec tout ça, et du graphisme. Donc, on fait ça à plusieurs, dont un ancien, aussi un copain de la fac, justement, qui s'occupe de tout ce qui est graphisme et compagnie, quoi. Et enfin, moi j'adore ça, quoi. Pour expliquer un peu à nos auditeurs et auditrices, donc tu as été un de mes professeurs, même encore actuellement. Moi, j'ai découvert très tard j'estime très tard que tu faisais de la chanson. Et à chaque fois qu'on en a parlé, pas que c'était quelque chose de tabou, mais c'est, disons que t'es pas dans la recherche de popularité ou de popularité, en fait. Et c'est quoi ton rapport à la chanson? Est-ce que pour toi, c'est vraiment une passion, un plaisir que tu fais pour toi? Ou est-ce qu'à l'inverse, voilà, tu as des ambitions un peu plus grandes de pouvoir faire découvrir au plus grand nombre, etc. Enfin voilà, parle-nous un peu de ton rapport à ça. J'aimerais bien que les histoires ou les chansons que je crée intéressent pas mal de personnes. Je dirais, comme moi en tant que prof, d'être reconnu, quoi, par les GZF, tout ça et compagnie, donc d'être reconnu par un plus grand nombre. Je ne cherche pas la célébrité ni d'avoir de l'argent avec ça. Justement, vu que il y a longtemps que je fais de la musique,
Mais ce côté, je dirais, créer des choses, c'est assez récent. Bon, ça a une dizaine d'années, quoi, seulement. Et donc, il y a l'âge aussi qui fait que je peux pas postuler à tout ce qui est émission en lien avec tout ça, quoi. Mais même ça m'intéresse pas. Mais c'est surtout un lien, enfin, c'est quelque chose de tout à fait indispensable pour moi. Je me raconte des histoires, je crée des histoires et des fois je les offre. Et il suffit qu'une ou deux personnes me disent ouais, c'est pas mal, j'aime bien tout ça et qu'on discute, voilà, ça me suffit. Évidemment que. Et j'en parlerai à mes élèves parce que je ne veux pas galvauder, le mot n'est pas bon, mais je veux pas que le rapport prof-élève soit interféré par quelque chose d'extérieur. Mmh. Et d'un côté, ça est parti de moi aussi. Je me souviens par exemple d'un élève maintenant qui est quelqu'un d'assez célèbre, Dorian de Fille, il s'appelait, c'est Néron, Mmh. voilà, à un moment, il était sur son radiateur, et puis je vais le voir, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il cache tout de suite. Mais je dis, montre-moi ce que tu fais. C'était son site où il commençait déjà à faire du street art. Ouais, je dis, mais c'est génial, vas-y, partage, là, tac, tac, tac. Et j'ai compris aussi pourquoi il voulait pas trop montrer, parce que justement, il était à l'école, donc à l'école, ça n'a rien à voir avec ça, quoi. Ouais, il y a cette part d'expression personnelle qu'on a envie de, voilà, de pouvoir dissocier. Et, Ouais. alors, dans le cas de Néron, pour remettre un peu en contexte, donc c'est un étudiant que tu as eu qui est devenu bah, maintenant ouais, un artiste, on peut dire, Mm. moi j'estime relativement connu. Donc il a sa patte graphique, il bosse énormément en noir et blanc. Et, donc voilà, il a bossé avec notamment pas mal d'artistes musicales, des marques, Des marques Lacoste, connues. Nike, Ouais. voilà, pour en citer quelques-unes. Mais donc, ouais, toi, t'estimes que. Enfin, tu penses que c'est cette expression personnelle qui doit justement rester un peu la part cachée de soi ou. Alors, pas la part cachée, parce que justement, lui en cours, c'était un élève, je dirais, qui n'avait pas la notoriété qu'il aurait dû avoir. Et cette notoriété, il l'a eu grâce à son graphisme, quoi. Et si seulement on l'avait vu avant, peut-être qu'il se serait élevé plus tôt. Donc, ce que je veux dire, c'est que des fois, on cache des choses parce qu'elles ne sont pas appropriées à l'endroit où on se trouve, quoi. Hmm. Ou au moment où on se trouve. Et au moment où quelqu'un reconnaît, on dit ah bah oui, tiens, ah bah si, ça peut être un métier. Ou alors, à partir du moment où ah bah tu gagnes de l'argent, donc c'est bon. C'est bien et c'est dommage. Mais c'est pour ça, on est tous multiples, on n'est jamais une seule entité, quoi. On a plusieurs entités. Combien de fois avant, quand je croisais un prof dans la rue, je savais pas quoi lui dire, quoi. Mais à l'école, ça allait, quoi. Mais pour moi, il n'y avait pas de vie autre que celle de prof, alors que c'est faux. On a tous plusieurs vies, quoi, en direct. Alors, tu as repris une année d'études l'année dernière, si je me trompe pas. Donc, tu as mis en pause ta carrière. Est-ce que tu peux nous parler voilà, un peu de ce que tu es parti faire et de ce que ça peut représenter de repartir dans une année entre guillemets scolaire d'étudiant à ton âge et autres, dis-moi. Donc c'était un congé formation en lien avec la musique. La musique vraiment de A à Z, hein. Tout ce qui est partition, rythme, tout ça, et même création, paroles, etc. Et donc j'ai fait ça pendant 1 an avec des jeunes donc qui ont à peu près l'âge de mes élèves maintenant, quoi. Donc je me trouvais de l'autre côté de la caméra, on pourrait dire, ou de l'autre côté du pupitre. Et c'était une expérience très très riche au niveau humain. Parce que là aussi, j'ai vu que malgré mon âge, j'étais toujours d'actualité. Et ça, c'est très très important, surtout dans le métier de prof que l'on fait, c'est de rester dans l'actualité. Qu'est-ce qu'un jeune aujourd'hui, quoi. Et ça aussi, ça m'a aussi permis de voir que la musique pouvait devenir de plus en plus un métier. Alors tant mieux et tant pis, parce que je dirais ça peut devenir un métier, mais c'est pas avec ça qu'on gagne vraiment sa vie financièrement. C'est-à-dire qu'on reste intermittent du spectacle. Mais tant mieux, ça permet à ceux qui aiment ça de le faire, quoi. Et donc ça devient un métier, donc il y a même maintenant des formations, quoi. Donc ça c'est vachement intéressant. Il y a des formations comme pour être boulanger, comme pour être boucher, charcutier, designer graphiste, restaurateur, voilà. Il y a des formations qui existent et ça c'est vachement intéressant. Et moi je voulais aussi
me retester par rapport à la musique en général, trouver ma place, savoir si ce que je créais, ce que je chantais, tout ça, c'était d'actualité. Et, et aussi, surtout, après, pouvoir le réutiliser dans mon métier actuel. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités maintenant de proposer aux élèves des cours qui vont sortir un petit peu des sentiers battus, quoi. Donc ce sera certainement pour l'année prochaine. Donc ce sera proposé 2 heures par semaine, des cours de MAO, musique assistée par ordinateur, quoi. Et donc, voilà, ma passion pour aussi alimenter encore plus mon métier d'enseignant. Mhm. Alors, tu travailles actuellement, enfin, certains de tes collègues sont des étudiants, étudiantes que tu as pu avoir. Pour en avoir discuté un petit peu avec eux, on m'a dit que tu étais un peu une source d'inspiration. Et donc, ça te fait quoi de te dire que voilà, tu as été une source d'inspiration pour tes nouveaux collègues? Je pense que j'ai été plutôt un miroir pour eux. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on s'observe comme Narcisse dans le miroir et des fois on ne se reconnaît pas. Ou on se trouve être quelqu'un, mais on se dévalorise plus que qu'on ne se valorise ou qu'on prend le positif. Alors que quand on observe quelqu'un, voilà, avec qui on passe du temps, on peut lui dire donc mais si, ça tu sais faire, ça tu peux faire, ça tu es fait pour ça, tu as toutes les capacités, les compétences pour ça. Donc c'est d'avoir éclairé plutôt certains anciens élèves, parce que justement ils étaient dans tout ce qu'il faut pour être prof, quoi. Pas seulement la connaissance, le savoir des choses, mais créer des outils pour partager et collaborer, reconnaître les gens, voilà, toutes les compétences qu'il faut, quoi. Euh, alors, tu te vois comment à la retraite? Alors, la question est un peu sortie de nulle Vieux. part. Non, alors moi je fais partie de ceux à chaque fois, dès qu'il y a des vacances, déjà, pas que j'aime pas les vacances, mais j'aime sincèrement mon métier. Moi je suis heureux quand je suis heureux dans plusieurs endroits, mais quand je suis au boulot, je suis heureux, quoi. Donc des fois les vacances, je m'ennuie. Et la retraite aussi. Et j'espère que le plus longtemps possible, j'aurai une pertinence d'être, de pas justement lâcher trop vite le monde actuel, quoi. Hmm. Mais je ne m'arrêterai pas quand il faut m'arrêter. Moi, pour l'instant, je pense pas. Je pense que je ferai encore 2-3 ans en plus, quoi. Si je suis toujours pertinent auprès des jeunes. Voilà. Ouais, je pense que ça devrait aller. Alors pour mettre une petite question, j'ai envie de dire d'actualité, et aussi parce que bah, forcément tu as beaucoup d'ancienneté et de connaissances dans ce métier. Pour toi, c'est quoi l'avenir du métier d'enseignant? Notamment, on a pu voir récemment des professeurs de fac qui donnaient cours par le biais des IA, et donc qui, entre guillemets, donnaient plus vraiment cours. C'est quoi, toi, ton ressenti par rapport à bah, ces nouvelles avancées qui arrivent et ouais, plus globalement, voilà, comment tu vois le métier, je sais Mhm. pas, dans 5 10 ans, quoi. Bah, pour moi, le métier de prof, c'est un des métiers qui doit rester le plus en présentiel possible, parce que la relation humaine est très très importante. Encore une fois, il y a le vocal, le verbal, le visuel. Et, et un jeune, ou enfin un être humain, ne peut être élevé à la vie que des fois en écoutant, en voyant, en faisant des choses, quoi. Et c'est pas en étant tout le temps sur un écran voilà, qu'on peut s'élever soi-même, quoi. Pour moi, l'écran, ça fait écran. Ça fait écran à la vie, quoi. En ce qui concerne, donc, j'espère que le métier continuera à être imposé en présence et qu'on soit en présence, enfin, qu'un prof soit avec plusieurs élèves. Au plus il y a d'élèves, au mieux c'est. Ce que j'aime à dire aussi, moi, c'est que même si les élèves sont pas faits pour être ensemble, ils doivent être tous faits pour être avec moi. Voilà. Et après, à eux de voir le monde et à eux de créer leur monde à eux, quoi. En ce qui concerne les nouveaux outils liés à l'intelligence artificielle,
je préfère relativiser les choses en disant que ça reste un outil. Voilà. Mais c'est un outil. L'exemple que j'ai déjà dû t'en parler, hein, c'est que tu prends un marteau, tu enfonces un clou, tu peux aussi casser le crâne de quelqu'un, quoi. Ah, bien sûr. Donc ça reste un outil. Et comme nous sommes tous des êtres humains, avec des outils, ben justement, on peut en faire ce qu'on veut. Et il y en a qui vont faire ça. Oui, oui, oui. Mais moi, je trouve que l'intelligence artificielle est intéressante dans le sens où elle peut ouvrir l'inspiration, montrer des modèles, et après, voilà, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est s'approprier les choses. Se les approprier pour les reproposer avec des arguments, et pas seulement, voilà, c'est fait, bon salaire, à bientôt, au revoir. Non, là, il n'y a pas de vie active. La vie active, c'est un philosophe qui disait ça, quoi. Là, on agit pour quelqu'un et on œuvre pour soi, quoi. C'est un outil. Alors, j'ai quelques internautes qui ont voulu te poser quelques questions. Donc, la première question, c'est quelles ont été qui sont tes sources d'inspiration artistique? Mais au sens le plus large, hein, parce que artistique, je dis Paul McCartney, le son des Beatles, les mélodies, la voix qui va chercher, qui revient, ça c'était extraordinaire. Enfin, ça reste toujours extraordinaire pour moi, il n'y a pas mieux. Aussi dans la façon d'utiliser les mots, il y a Claude Nougaro, qui lui parle français avec un français qui peut rouler les airs des fois, mais qui peut aussi faire très anglais, quoi. Qui peut avoir des coins carrés, des coins ronds, quoi. Ah, le temps, la malétale, la main, je vacillais. Il y a Claude Nougaro, c'est fantastique tout ce qu'il dit. Il raconte des histoires aussi, rien qu'en mettant 2 mots ensemble, quoi. Voilà. Ensuite, il y a aussi dans ce giron, je dirais, au-delà de l'artistique, plutôt dans le philosophique, moi j'adore Albert Camus. Albert Camus qui a eu son enfance, l'enfance qu'il a eue, on va dire une enfance plutôt pauvre, hein, exilé dans la Méditerranée là-bas, enfin au-delà de la Méditerranée, à Alger, et il y a quelqu'un qui a pensé et repensé la vie, quoi, en regardant sa vie, en regardant celle des autres, en n'ayant pas connu son père. Et bon, il y a toujours cette question de l'absurde qui revient. Oui, le monde est absurde, l'homme est absurde. Créer ChatGPT, c'est absurde. Mais c'est un outil. Donc une inspiration, c'est pas mal... Enfin, moi, je suis pas mal inspiré de tout ce qu'a pu dire Albert Camus, à travers tous les livres que j'ai lus depuis que je suis tout petit. Des livres qu'on m'a imposés, à l'époque, La peste, tout ça, L'étranger. Wow. Et après, oui, je dis... c'est génial, quoi, comme histoire. C'est génial. Et pour moi, c'est une philosophie de vie, quoi, justement, tout ce qu'il a pu dire ou faire, ou aussi à chaque fois utiliser les bons mots au bon moment, quoi. Bien nommer les choses. Et ne pas dire des grandes phrases, enfin des mots, oh, il faut que, de toute façon on n'a pas le choix, c'est comme ça, quoi. Nanana. C'est vraiment bien nommer les choses, bien dire ce que l'on veut dire, quoi. Comme une chanson aussi, quoi. T'as beaucoup abordé donc la philosophie. Je sais que c'est quelque chose qui prend une place importante dans ta vie au sens large. La prochaine question est un peu en lien. Déjà, pour toi, ce serait quoi la philosophie, si tu dois la qualifier? Et ensuite, pourquoi prof de philo? Alors, je ne suis pas prof de philo, hein. Je fais les ateliers philo. Voilà. C'est-à-dire que les ateliers sont en lien d'abord avec les élèves avec qui je partage donc, des moments merveilleux. Donc des ateliers philo autour d'une thématique, autour d'un dispositif. La thématique du voyage, la thématique de l'ailleurs, tout ça et compagnie. Donc là, j'essaie qu'on puisse diverger vers d'autres points de vue, autres que ceux que voudrait nous imposer la société actuelle. Encore une fois, du je consomme, donc je suis. Donc, mais c'est surtout la philosophie, pour moi, c'est la plus grande culture, quoi. Je dis la même chose à chaque fois, c'est-à-dire que la philosophie, c'est savoir qu'on est là-bas, comment on meurt là-bas, comment on vit là-bas. Et on est 8 milliards sur Terre, donc 8 milliards de personnes différentes. Et on a tous la pertinence, la dignité d'exister, quoi. Et être philosophe, faire de la philosophie ou s'intéresser à la philosophie, c'est
je l'ai déjà dit aussi, c'est qui sommes-nous? Mais qui sommes-nous tous? Et le nous ne s'arrête pas à nous 3, 4, 5, 6, et voilà, c'est qui sommes-nous, quoi. Et beaucoup de gens sont dans le qui suis-je. Oui, alors déjà, il y a cette question-là, qui suis-je? Mais là, c'est la psychologie pour moi, c'est pas la philosophie, quoi. Et celui qui a pour l'instant le mieux répondu à toutes mes attentes, c'est, oui, je répète, c'est Albert Camus, quoi. Voilà. Si tu sais comment je suis né, comment je suis mort, la vie est plus forte, quoi. La dernière question que j'ai de la part des internautes, c'est alors, pour remettre en contexte, parce que comme je disais, moi je te connais un peu au-delà de juste cette interview, et c'est vrai que on entend enfin, souvent parler de voilà, Christophe, le personnage au sens large, voilà, qui est très extravagant, qui bouge dans tous les sens, etc. La question que j'ai eue en rapport avec tout ça, c'est as-tu parfois l'impression d'être en décalé avec la société actuelle? Je suis décalé, mais pas en retard, mais décalé en avance, je pense. Mm. Par rapport au fait que, par rapport à mon métier, d'être vraiment dans la relation, je dirais, éducative, voire même une relation affective, avec l'affect qui est très important, qui va lier émotion et raison. Et on apprend, faire apprendre, partager quelque chose sans l'amour avec un grand A, pour moi, c'est très peu facile. Enfin, c'est pratiquement impossible. Et il y en a pas mal qui ont fait des thèses là-dessus, hein. Il y a Maël Vira qui a fait une thèse là-dessus, c'est l'importance de l'amour dans tout ce qui sera enseignement, quoi. Et là, oui, je me sens en décalage. Je me sens en décalage quand on me dit « Ah, mais toi, Christophe, t'es trop gentil. » Même si j'essaie de prendre ça comme un compliment. Et je veux que ce soit un compliment. Mais souvent, c'est dit pour dire « Ouais, t'es trop gentil, tu laisses trop faire et compagnie. » Non. Je fais partie de ceux, justement, qui vont détonner un peu par rapport aux autres pour permettre aux élèves de dire « Oui, il n'y a pas qu'un seul modèle. C'est pas que l'école. Tout est possible. » Et j'aime aussi dire que le jeune qui est en moi, je veux pas qu'il meure tout de suite, quoi. Il va mourir quand je serai mort, quoi. J'ai une chanson qui dit « Je suis con, je fais le con, mais ne me prends pas pour un con. » Mais j'adore faire le con, si, ça c'est sûr. Et qu'on me dise « Ah, t'es con. » Ah oui, je sais. Tant mieux. Tant mieux, je suis encore jeune, et c'est pas parce que j'ai tel âge qu'il faut que ce soit comme ça et comme ça et comme ça. Non. Non, non, le jeune qui est en nous doit vivre le plus longtemps possible. J'ai voilà, une dernière question à te poser, je pense, pour pouvoir conclure ce podcast en bonne et due forme. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes, voilà, qui soient, allez, on va dire, du collège, enfin, les 16-25, on va dire, au sens large, et j'ai même envie de dire à toutes les personnes du monde, ce serait quoi ton conseil à suivre dans sa vie? C'est un conseil que les lectures récentes m'ont donné avec pas dans qui sommes-nous, mais qui suis-je, quoi. C'est de se foutre la paix, quoi. Se foutre la paix à soi-même, c'est-à-dire ne pas extrapoler des mots des autres ou nos propres pensées, mais simplement se dire qu'on n'a pas créé, c'est pas nous qui avons fait le monde, c'est pas nous qui avons détruit le monde, c'est se foutre la paix sur justement qu'est-ce que le monde maintenant. Mais quand même faire sa part des choses pour soi, ne pas se reprocher à soi de dire j'ai pas fait ce qu'il fallait, quoi, pour que non pas que le monde aille mieux, mais que le monde ne se défasse pas plus. Ça aussi, c'est du Camus, ça se défasse pas plus, quoi. Et là, je reviens sur le fait que je vous donne un monde à vous, c'est pas moi qui l'ai fait, quoi. Mais je compte sur vous justement pour qu'il ne se défasse pas plus. Et c'est pour ça qu'il faut que vous puissiez le prendre le plus tôt possible. Et non pas dire, alors il faut attendre un peu, là, attendez. Non, non. Je dirais même, t'as un prof, t'as des élèves. Pour moi, le monde appartient plus aux élèves qu'aux profs. Voilà. Et si vraiment ça pouvait être réel, ça, je pense que ça pourrait aller mieux. Mais se foutre la paix avant tout aussi. Merci Christophe. Je t'en prie, Jordan. Est-ce qu'on peut, je sais pas, peut-être, voilà, bien évidemment, te souhaiter le meilleur pour la suite de ta carrière, le meilleur personnellement aussi. Est-ce qu'on peut, je sais pas, promouvoir
ton groupe que tu as, ou tu souhaites rester assez discret sur ça, ou dis-moi. C'est ton instant promo, tu fais ce que tu veux. Oh, vous pouvez aller sur Facebook, voir le Facebook de la bête à six pattes. J'ai également ma chaîne YouTube, où là je fais mes chansons à moi tout seul. C'est Cari Om, C-A-2-R-I-Home, O-M, comme Om, la transcendance, tout ça. Et voilà. Merci beaucoup Christophe Je te remercie d'avoir également. accepté cette invitation. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ce premier épisode de Vite ton sac vous a plu. Pour peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. C'est encore une fois un projet qui est en cours de construction. On essaiera au cours de chaque émission d'améliorer. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à nous donner des retours, partagez l'émission, pour la communauté YouTube à vous abonner, et pour la communauté Spotify à suivre l'actu et de nous suivre sur Instagram. Voilà, à très bientôt pour un prochain épisode de Vite ton sac. Et encore une fois, merci Christophe. Au revoir. Je t'en prie. Au revoir. Pourquoi t'as fait et comment t'as fait, viens on en parle autour de